Hello, bienvenue sur Reportart. Aujourd'hui c'est bilan culturel, un peu août, un peu septembre, que j'ai rassemblé parce que j'ai pas fait énormément de choses. Et j'ai plusieurs trucs en cours en fait qui ne sont toujours pas finis. Je vais tenir mon micro là, si vous le voyez dans le champ c'est normal. Parce que là j'ai ma voisine qui est en phase musique à fond. Je et Paris, donc j'espère que vous entendrez pas trop et tout, mais au moins là elle a fini sa douche, donc il y a plus le bruit des canalisations. Mais on va y arriver à tourner ce bilan culturel, on va y arriver, je n'en peux plus. Vous voyez, c'était une rentrée intense, je ne me suis toujours pas remise de ça. Là j'en ai marre. Donc écoutez, il y aura une musique en fond probablement les bruits parisiens en fond, mais là je craque, je n'en peux plus. Et on va commencer ce bilan culturel. Ah, et juste avant, petite nouvelle, j'ai remarqué que sur la chaîne nous arrivons bientôt à 3000 abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et on va pouvoir commencer d'abord par les films comme d'habitude. Donc j'ai commencé par regarder le film Uglies et en fait quand je l'ai commencé, je pensais que ça allait être une série. Je me suis retrouvée embarquée dans un film en fait. Donc globalement, de quoi ça parle? C'est adapté d'un livre où on est dans une dystopie, où les enfants, on va dire, sont mis dans un espèce de pensionnat géant, camp géant, où ils sont considérés comme des uglies, donc des personnes moches, voilà. Et à leurs 16 ans, on leur proposera une opération chirurgicale pour qu'ils deviennent les... Ça doit pas être les beauties, le nom, je ne sais plus le nom parce que vous allez très vite comprendre mon avis sur ce film. Et intégrer du coup la société, machin, le monde parfait, blablabla. Bla 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 bla. Et évidemment on va suivre un personnage qui veut absolument arriver à ses 16 ans et découvrir ce monde beau et parfait, etc. et être transformé physiquement, blablabla. Bla bla. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu et elle va découvrir la triste réalité derrière tout ça. C'est un trope de dystopie quand même, enfin... Je connaissais pas forcément un thème comme ça, mais au niveau de la narration, c'est comme d'habitude. Enfin, surtout quand on fait partie des générations divergentes, Hunger Games, Labyrinthe, etc., etc., ça n'a rien de surprenant. En plus de ça, les personnes qui sont censées être uglies ne sont pas uglies, genre. Enfin, elles sont pas moches, du coup j'étais un peu là en mode, mais... Ok, soit. Tout va extrêmement vite dans le film, il y a pas grand chose qui est développé, tout s'enchaîne très 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 rapidement, on comprend bien évidemment tous les problèmes, tout ce qui va se passer, enfin il y a vraiment aucune surprise. Pour ce qui est, je vais les appeler les beauties parce que je sais plus comment ils s'appellent, alors qu'ils fassent un peu fake, why not, mais c'était vraiment dégueulasse. Genre vraiment là les espèces de lentilles ultra saturées, les teintes de peau un peu filtre TikTok, c'était vraiment pas ouf. Bon bref, bon du coup ce film je le recommande pas, je l'ai pas particulièrement aimé. Le plot était plus que prévisible et je l'ai vraiment pas trouvé fun au final. J'ai voulu le finir quand même pour pouvoir vous donner un avis là-dessus, parce que ne sait-on jamais, il pouvait avoir un rebondissement qui allait me surprendre, mais non, bien évidemment que non. Sinon, pour ce qui va être tout ce qui est un peu série-émission, j'ai regardé Les Carnets de l'apothicaire, qui est devenu un petit peu un animé doudou maintenant pour moi, quand je sais pas quoi regarder, mais que j'ai besoin de... regarder un truc le soir pour me détendre sans me prendre la tête et tout. Les Carnets de l'apothicaire, c'est super pour ça. On va suivre Mao Mao qui est une jeune fille qui a grandi dans le quartier des plaisirs. On est dans la Chine impériale. Et elle a été formée par son père à l'alchimie... Enfin... à l'apothicairerie.
à la médecine, voilà, à la pharmacologie, à la médecine, on va dire ça. Sauf qu'elle a été enlevée et vendue à la cité impériale où elle est devenue servante, mais très vite, elle va un peu monter les échelons, puisqu'elle va être très utile pour résoudre certaines enquêtes et problèmes au sein de la cité. Et on va dire un eunuque administrateur dans la cité va se rendre compte qu'effectivement elle pourrait être utile pour ces choses-là, et elle va rentrer au service d'une des courtisanes de l'empereur. Ce qui est cool du coup, c'est que, bon, si vous suivez les bilans culturels, au bout d'un moment je le répète à chaque fois, j'aime tout ce qui est un petit peu enquête, etc., mystery, et ça remplit ce carnet des charges là, et en plus de ça, on a un fil rouge qui se construit, et d'autres intrigues propres à la cour, et pas forcément par rapport à des petites enquêtes qu'on a à chaque épisode. Donc ça, c'est vraiment sympa, et on a une petite romance qui s'installe tranquillement, sûrement, mais très très doucement, entre Mao Mao et ce fameux eunuque. Enfin, pour l'instant, c'est plus l'eunuque qui est en crush. Mao Mao n'en a rien à faire de ça. Elle s'en fiche, elle est là pour... elle est vraiment passionnée, enfin, c'est même une passion un peu maladive pour la pharmacologie. Donc voilà, et vraiment, c'est un animé trop bien à regarder, détente, très cute. Je recommande fortement. L'autre série que j'ai regardée, c'est Meurtre mode d'emploi. Ça fait un petit moment, donc si je suis un peu... si je dis des bêtises... désolée. Je crois que c'est aussi adapté... c'est adapté d'un livre, me semble-t-il, que je n'ai pas lu, donc, où on va suivre une jeune lycéenne qui, pour son équivalent, je sais pas, un espèce de TPE, mais à l'américaine, et qui est censé quand même être présenté quand tu candidates pour des universités, bref, se décide à travailler sur une affaire de meurtre qui a eu lieu dans sa ville, où une jeune fille un peu plus âgée qu'elle, de quelques années, son aînée, donc elle aurait été tuée par son petit ami de l'époque. Celui-ci s'est ôté la vie, et elle est persuadée qu'il a été accusé à tort et que ce n'est pas lui le meurtrier. Et elle va remonter un peu toutes les pistes de cette affaire et se rendre compte qu'il y a peut-être autre chose, et peut-être que ce qu'elle croyait, c'est pas le cas. Peut-être que que ces hypothèses se vérifient ou non, etc., etc. Et nous, en tant que spectateurs, on est aussi dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui s'est passé et on n'a pas d'indice avant, je ne sais plus comment s'appelle la jeune fille qui enquête, je suis désolée. Donc voilà, et puis va avoir des thèmes autour de l'adolescence, du fait de grandir, etc. Voilà. J'ai trouvé que cette série était plutôt sympatoche. J'avais envie de savoir ce qui s'était passé, etc. Évidemment, il n'y a pas une rigueur policière, et évidemment, c'est une série, donc ce genre de choses dans la vraie vie aurait pas forcément été possible, et il y a certaines choses qui se passent, bon, ça aurait été... elle serait allée en prison hein, pour certaines choses, ou du moins elle serait passée devant un tribunal. Mais... voilà, faut la prendre comme une série, pas besoin de demander un réalisme à 1000%. C'était très sympathique dans mes souvenirs et j'avais bien aimé. Ensuite, l'émission que j'ai regardée, c'est Popstar, comme beaucoup je pense, qui est du coup une émission qui a eu lieu sur... Enfin une docu-télé-réalité qui est sur Prime, où en gros on a fait ressurgir une émission des années je ne sais pas combien. Moi j'avais pas la télé quand j'étais petite, donc je suis passée à côté de beaucoup de télécrochets, mais voilà, c'est une ancienne émission qui renaît un peu de ses cendres, qui a été divisée en deux parties. La première partie que je vous le dis tout de suite, beaucoup moins aimé, où en fait c'est la sélection de différents candidats qui pourraient potentiellement former un groupe final. Donc du coup on sélectionne voilà, les bons chanteurs, ceux qui ont du charisme, les bons danseurs, etc. etc. Et j'ai trouvé que cette partie-là était extrêmement rapide, on a très peu vu les auditions de certaines personnes, tout s'enchaînait très très vite, tellement vite que t'as pas le temps de t'attacher aux différentes personnes.
du moins pour mon cas. Donc j'ai trouvé ça dommage et j'ai eu une impression que ça a tenté aussi peut-être, parce que je dis ça parce que je n'ai jamais vu Popstar ancienne génération, mais j'ai l'impression que ça se basait sur cette partie-là un peu sur les survival sur les shows de survie en Corée, que ça j'ai beaucoup consumé ça quand j'étais à la fac, où en gros pareil il y a des auditions etc. Pour sélectionner des jeunes chanteurs-chanteuses qui formeront un groupe à la fin de l'émission. J'avais un peu l'impression de ça, et notamment là quand je vois un peu le marketing qui sort, notamment l'album etc., le fait d'avoir des cartes à collectionner avec les photos des membres et tout, ça me rappelle beaucoup ce qui se passe dans la K-pop. Mais bref, c'est un autre sujet. Là, je trouvais que tout allait trop vite dans la première partie, qu'on laissait pas le temps de découvrir un peu les univers musicaux de chacune. Et je sais pas, j'ai trouvé en fait la première partie très brouillon. Et cependant, la seconde partie, où là on sait qui est sélectionné pour former le fameux groupe, je ne vous le dirai pas si vous ne l'avez pas encore vu, mais je pense que les réseaux sociaux vont vous spoiler très vite parce que la communication s'est faite très très vite. Enfin, je veux dire, si t'avais pas regardé les 4 épisodes le jour même de leur sortie, tu savais déjà qui formait le groupe, le nom du groupe, les premières chansons du groupe, etc. etc. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage au niveau de la com, mais c'est un autre sujet. Mais du coup, cette deuxième partie, on va se concentrer sur les membres du groupe. J'ai trouvé ça cool parce qu'on voit un peu l'envers du décor, de la préparation d'un EP, etc., de la construction d'une image de groupe, tout ça. Et surtout que là, forcément, il y a moins de personnes et on prend plus le temps pour découvrir ses membres. Donc, forcément, là, il y a eu tout de suite beaucoup plus d'attaches. Je sais pas comment ne pas vous spoiler, mais ces membres sont très cute et ont l'air d'avoir quand même pas mal de choses à raconter, etc. Moi, c'est pas forcément mon style de musique et de vibes, donc je vais pas forcément aller diguer leur EP après, mais c'est attachant. La deuxième partie est attachante. Voilà, et là on s'attache beaucoup plus aux personnages et la deuxième partie est beaucoup mieux. Voilà, on comprend mieux les choses, prend plus le temps et vraiment j'ai préféré vraiment la deuxième partie. La première partie, je me disais vas-y, je vais continuer parce que j'ai quand même envie de savoir qui va être dans le groupe, mais je sais pas si après j'arriverai à continuer à regarder parce que le rythme est très bizarre dans la première partie. Et au final, la deuxième partie m'a totalement eu, donc voilà, et bonne chance à ce groupe pour la suite de leur carrière. Et ensuite, on va pouvoir passer jeux vidéo. J'avais totalement zappé de vous parler d'un jeu. Alors j'ai fini le premier. Ouais, j'ai fait le premier opus, je me suis arrêtée, je suis dans le deuxième, me semble-t-il, mais en fait j'ai pas le temps de jouer là en ce moment, donc ça me saoule, c'est pareil. Là j'ai commencé à jouer à Lara Croft, c'est quoi, c'est Shadows of Tombs ou un truc comme ça, où elle est en Amérique du Sud, je n'ai pas le temps de finir, ça m'énerve, ça me frustre, mais du coup là le jeu dont j'ai fini le premier opus, c'est Deponia qu'on m'avait recommandé parce que j'étais à la recherche de point and click. Et tout de suite, si vous vous y connaissez un petit peu en point and click, si vous aimez les Monkey Island, etc., je pense que ce jeu peut vous plaire. Je préviens tout de suite, j'ai évidemment oublié tous les noms. Donc on va jouer ce petit gars qui est la définition même du bolos, je pense. Voilà, c'est un gars pas trop déconstruit, pas forcément très malin, mais qui reste quand même attachant, qui a pour rêve d'échapper de la ville où il a grandi, vécu, etc. parce que c'est littéralement une décharge à ciel ouvert, où les Élyséens, qui sont un peu les élus de la nation et qui vivent dans une société magnifique et parfaite, du moins de ce qu'on en pense, jettent leurs déchets dans Deponia. Voilà, très sympathique, et lui il veut juste partir quoi, il se dit moi je rêve d'aventure, etc., etc. Donc forcément il est pas très malin et pas très doué, donc ses tentatives échouent quand même très souvent, voire tout le temps. Sauf qu'un jour il va réussir à s'envoler, mais il va tomber dans un vaisseau élyséen,
Et de fil en aiguille, bref, il va retourner à Déponia contre son gré, mais une des élyséennes de ce vaisseau est tombée à Déponia. Et là, il se dit jackpot, grâce à elle, c'est sûr, j'irai là où je veux aller. Mais cette jeune femme est totalement amnésique, ils n'arrivent pas à la réveiller, etc., etc. Enfin bon, bref, ça va être toute une épopée pour rejoindre cet univers, cette ville. Et c'est un petit peu ça qu'on va faire. Donc forcément, pour débloquer certaines situations et tout, faut pas forcément penser logique à chaque fois. C'est comme dans les Monkey Island, parfois il y a des solutions qui sont un peu, j'allais dire, ubuesques. Mais c'est ça, hein, franchement, c'est le mot. Je sais pas pourquoi je me prends avec ubuesque, mais ouais, faut trouver des solutions un peu farfelues, quoi. C'est sympathique, c'est détente et tout. J'aime bien les musiques notamment, je sais pas pourquoi, mais les musiques m'ont beaucoup plu. Donc voilà, je vous recommande si vous cherchez des point and click, et à l'époque quand je l'avais prise, parce qu'il y avait des réductions sur, je sais plus si c'était sur Steam, Epic Games, enfin avec tous les lanceurs, là moi je sais plus, je joue qui sur quoi, donc voilà. Ensuite on va pouvoir parler un peu bouquin. Alors là vous allez rigoler, parce que tous les bouquins que je vais vous présenter ne correspondent pas à ce que je vais vous détailler maintenant. Là, je vois en ce moment les influenceurs du livre et tout parler d'une offre de 45 jours gratuits sur Nextory pour avoir accès à des livres audio. Je regarde le truc, je me dis franchement, j'ai pas le temps de lire parce que j'ai des trucs à faire quand je rentre du taf. Quand je suis au taf, je peux pas lire, obviously. Pendant la pause déj, manger et lire en même temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour moi. Donc bref, je cherchais à pouvoir lire dans des moments où je n'arrive pas à lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, forcément, intervient les livres audio, qui sont géniaux, soit dit en passant. Et je me dis, tiens, il y a quand même pas mal de livres audio sur ce site-là. Il y a moyen qui est les livres que j'ai commencé à lire et que je n'arrive toujours pas à finir parce que je trouve pas le temps et je ne me crée pas du temps non plus pour ça. Et je me dis, trop bien, je vais les écouter en audio, comme ça je vais avancer en fait sur mes lectures et sur tous les livres que j'ai. Les 3 livres que j'ai à vous présenter ne sont pas des livres dans ma bibliothèque. Parce que forcément j'ai digué un peu le site et tout et j'ai vu plein de livres où j'étais curieuse de les découvrir sans pour autant vouloir investir de l'argent dedans, et je me dis trop bien, c'est l'occasion d'aller regarder tout ça. Et en plus de ça, je cherchais aussi des livres à écouter pour m'endormir et me détendre et arrêter de penser à la vie, voilà, sans avoir besoin de réfléchir à des complots politiques ou à un monde dont le world building est ultra détaillé et tout. Je voulais juste des trucs simples et sans prise de tête. J'en ai bouffé 3 en 5 jours. Voilà. Non mais c'est bien, au moins je peux vous faire des reviews de livres et ça met pas 3 plombes. En ce moment en livre audio, je vous préviens, j'écoute Steam Sailor, qui est un livre que j'ai dans ma bibliothèque, sauf que j'ai l'intégrale, donc j'aimerais écouter tout l'intégrale pour ensuite vous en parler. J'ai déjà des petites idées, mais voilà. Et pour du coup ces 3 fameux livres qui ne sont pas dans ma bibliothèque. En fait, je me suis dit là c'est l'occasion, je les paye pas et tout, donc pourquoi pas écouter ça, parce que j'étais plutôt curieuse. Alors, on va commencer par celui que j'ai le moins aimé, qui fait partie de la série des Twisted. Donc celui que j'ai écouté, c'est Twisted Games, qui est le tome 2. En fait, c'est le premier qui est apparu sur ma page. Du coup, je me suis dit, allez, let's go. Écoutons, j'en ai beaucoup entendu parler. Vas-y, une romance et tout. C'est parfait pour m'endormir et c'est parfait à écouter sans être trop concentré. Ça va. J'ai pas aimé du tout. J'ai vraiment pas aimé. Je sais que c'est des livres genre très populaires dans les pays anglophones et en France, il y en a quand même un certain nombre qui ont aimé. Mais j'ai pas aimé. C'était, pour moi, c'était creux. C'était un scénario super stéréotypé. Il faut que je vous raconte. Donc en gros, on suit... Je retiens jamais les prénoms comme d'habitude. On suit... Je crois qu'elle s'appelle Lily, mais je suis plus sûre.
qui est princesse héritière d'un royaume dont je n'ai plus le nom, mais on est dans le vrai monde, hein, on est dans notre monde à nous, et elle vit à New York, elle finit ses études, etc. Et puis elle apprend que son garde du corps habituel, qu'elle a depuis plusieurs années, va être remplacé parce que eh bien, il y a une naissance dans sa famille, dans son foyer, et du coup, bah forcément, il aimerait être avec son enfant quelque temps. Logique, donc bref, il part en congé paternité, on va dire. Et du coup, il est remplacé par un nouveau garde du corps. Le cliché qui a fait un ex-marine, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faisait partie des Marines. Je crois, bref. Grincheux, qui est un psychopathe de la sécurité, etc. Un peu tête brûlée, un peu cliché mal alpha aussi, surtout dans certaines scènes, très gênantes. Voilà. Et Lily, bah, c'est la petite princesse héritière parfaite, etc. Mais voilà, quand même du caractère, ce qui était un point appréciable. Mais voilà, ça reste le cliché de la romance entre le garde du corps et la princesse héritière qui m'a énormément fait penser à une série que je regardais quand j'étais au lycée, je crois, qui s'appelle... Je ne sais plus comment, mais pareil, il y a une romance entre la princesse et le bodyguard. Donc bref, rien de surprenant. J'ai pas du tout aimé parce que je trouve que les enjeux dans la narration était pas assez creusé et pas si ouf et très évident. Tout était extrêmement évident. Et j'ai pas du tout aimé. En fait, j'aime bien la romance quand elle n'est pas uniquement romance et qu'il y a d'autres enjeux pour les deux protagonistes, par exemple. Ce qui sera le cas pour les deux autres livres, mais je vais nuancer, mais voilà. Et là, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que les scènes de smut étaient gênantes. Vraiment gênantes. C'est pas forcément... Enfin, comment dire, ça me dérange pas qu'il y ait du smut dans les livres et tout, enfin voilà, c'est comme dans les séries, dans les films et tout, ça me dérange pas. Mais là, elles étaient extrêmement gênantes. Genre, je peux pas. Genre, il y avait des moments, je riais de gêne parce que il y a des expressions qui sont employées, je pouvais pas. Je sais pas si c'est une traduction un peu bancale ou quoi, mais je pouvais pas. Même c'était juste gênant. Non, soit c'était consenti, mais il y a des trucs où j'étais un peu en mode I'm not sure about that. Ah. Donc ouais, il y a eu des moments très gênants. J'ai pas kiffé. Voilà. Et la romance entre les deux, bah finalement j'en avais un peu rien à carrer. Voilà. Tout était très prévisible. J'ai pas aimé. Je peux comprendre pourquoi certains ont pu aimer. Mais bah c'est pas ma vibe, hein. Contrairement aux deux autres livres, mais je vais apporter quelques petites nuances parce qu'il y a quand même des points négatifs sur ceux que je vais aborder là. Donc j'ai écouté les deux bouquins de Ali Hazelwood, je crois que c'est ça, donc The Love Hypothesis et Love on the Brain. J'ai préféré le premier qui est The Love Hypothesis. C'est des romances qui se passent dans un cadre universitaire mais plutôt doctoral et post-doctorant. Dans le milieu de la science. Donc moi évidemment ce qui me parlait c'était l'aspect un peu doctorant, etc. Un jour j'aimerais faire une thèse, mais pour notamment des raisons qui ont pu être expliquées dans le bouquin, je ne suis pas allée jusqu'à là parce que il fallait que je travaille au bout d'un moment, voilà, et pas être payée des clopettes et galérer à trouver des financements. Enfin bon bref, voilà. Donc c'est ça forcément qui m'a attirée, même si c'est dans un domaine où j'ai quelques petites allergies parce que voilà, je suis vraiment pourrie en sciences. Sciences de la nature, ouais, vas-y, ça va un peu. Chimie, j'aimais bien quand on faisait des expériences et tout, mais alors, la physique, Seigneur, bref, je suis pas très douée dans ces domaines. C'est pour ça que je suis en sciences sociales, hein. Et du coup, et du coup, dans le tome 1, on suit Olive,
Oui, elle s'appelle Olive. Parce que c'est des prénoms un peu particuliers, surtout pour les meufs. Donc Olive est en dernière année de thèse, etc. Et elle se pose quand même pas mal de questions sur son avenir, sur sa carrière post-doc, sur ses recherches actuelles, etc. etc. Elle a daté un gars vite fait, mais bon, au final, elle s'est vite rendue compte que ce gars était plus intéressé par sa meilleure amie et que ça matchait pas forcément et que voilà, le dating s'est arrêté et puis voilà. Et elle sait très bien que sa meilleure amie a un crush sur ce gars et que ce gars a un crush sur sa meilleure amie. Bref, mais sa meilleure amie s'interdit absolument de sortir avec ce gars parce que bro code version girls, donc girls code. Je ne sortirai pas avec ton ex, c'est hors de question, etc. Et du coup, pour lui faire comprendre qu'elle est passée à autre chose, elle va embrasser un gars au hasard dans les couloirs dans les couloirs du labo pour montrer à sa meilleure pote qu'elle est passée à autre chose et qu'en fait, elle est en train de dater quelqu'un d'autre et qu'elle peut totalement dater son ex. En gros, je sais pas si vous avez suivi, hein. Et ce fameux gars qu'elle embrasse au hasard, d'ailleurs, petite demande de consentement avant de l'embrasser, même si il y a eu un énorme quiproquo, mais bon, passons. Ce gars s'appelle Adam et c'est un professeur. Voilà, donc déjà, j'étais curieuse de découvrir ces bouquins parce que monde universitaire, etc., j'avais entendu beaucoup parler de ça. Et quand j'entends professeur, j'étais en mode quoi ? On est sur une relation élève-prof, c'est non. Mais les choses dans la narration sont suffisamment bien faites pour que ça soit pas une relation prof-étudiant aussi cringe que d'habitude et aussi problématique que d'habitude, dans le sens où, bref, elle va s'expliquer et tout avec le gars. Et le gars va être ok pour se faire passer pour son petit copain parce que lui a besoin de montrer à l'université qu'il ne va pas partir de son poste puisque il a un attachement dans la ville et du coup qu'il ne partira pas de cette université pour débloquer ses fonds de recherche. Bref, donc ça, on va dire ça arrange un petit peu tous les deux. Et un truc que j'ai apprécié du coup, c'est que ce professeur n'est ni le directeur de thèse de la jeune femme, ils sont pas dans ils sont pas dans la même sous-catégorie en biologie, donc ça va. Et surtout, il va tout de suite demander à la dean, comment on dit, à la directrice de département si éthiquement c'est ok, etc. et tout, et elle lui dit il y a pas de souci tant que vous êtes pas dans son jury de thèse, s'il y a des décisions à prendre par rapport à de potentielles candidatures dans des programmes et tout, vous serez pas vous serez pas dans les décisionnaires, etc., etc. Bref, ça j'ai bien aimé quand même que les bases soient posées tout de suite et qu'on voit qu'il n'y ait pas nécessairement une influence weird entre les deux. Voilà. Donc, nous avons... putain, ça va être très long, hein. Je suis désolée, je fais des résumés longs. Mais du coup, c'est un bouquin qui, au-delà de la romance, évidemment, c'est une romance, hein, il y a quand même des enjeux pour les deux et il se passe certaines choses par rapport au personnage d'Olive qui sont assez intéressantes et qui sont des choses qui se passent dans les milieux universitaires, notamment le harcèlement sexuel, le fait d'accepter des candidatures de jeunes femmes pour des thèses, pour des recherches, etc., en leur disant globalement qu'elles sont connes, mais que si elles acceptent des relations sexuelles, elles seront prises dans un programme pour une thèse ou je ne sais quoi. C'est des choses qui arrivent toujours. C'est catastrophique. Bref. Et j'ai bien aimé que ce soit un thème qui soit abordé. Évidemment, c'est pas abordé en long et en large parce que c'est pas un livre essai sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu universitaire, mais ça a été abordé quand même et j'ai trouvé ça bien. Et il me semble, si je me souviens bien, à la fin du livre, elle fait une petite note pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, etc. Bon, après, c'est appliqué aux États-Unis.
vu qu'elle est américaine. Et c'est une autrice du coup, oui voilà, qui a un doctorat, qui est devenue enseignante récemment, me semble-t-il. Donc elle connaît quand même ce milieu et elle a évolué dedans. Donc voilà. Mais en soi, la romance était assez choupinou. J'ai bien aimé, et moi je voulais une romance et tout, donc j'étais très contente. Et il y a évidemment des choses un peu stéréotypées qui se passent dans ces romances-là, et des choses un peu prévisibles, bien évidemment, mais ça m'a pas dérangée pour autant. Dans le deuxième tome, là cette fois on est dans le cadre de la NASA, avec une neuroscientifique qui s'appelle Bee, comme les abeilles en anglais, et je ne sais plus comment il s'appelle. Lévi. Le gars, Lévi, je sais plus ce qu'il fait. Je sais plus ce qu'il fait. Là, j'avoue que sur l'aspect scientifique, dans le deuxième tome, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas déterminant pour l'histoire, mais ouais, il y a des trucs que j'ai pas archi compris, but it's ok. Premier, j'ai un peu plus compris, deuxième, un peu moins. Donc là, pareil, on est... donc, Bee est persuadée que Lévi la déteste depuis toujours, depuis qu'ils sont à la fac, etc. Sauf qu'elle se retrouve à co-diriger un énorme projet avec lui, et bref... Vous vous en doutez de comment les choses vont finir. Alors là, je l'ai moins aimé parce que un peu moins sensible au personnage cette fois-ci, même s'il y avait des chats, mais c'est un autre sujet. Mais en fait là, ce qui m'a dérangée, c'est qu'au niveau de la construction de la narration, c'était la même chose que dans le premier. Il se passe différentes choses évidemment, mais la construction est la même. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, je crois qu'elle en a sorti un troisième. S'il sort en livre audio, peut-être que je l'écouterai, je les achèterai pas, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, si je l'écoute et que c'est une troisième fois la même construction, ça va me saouler. Mais du coup, ouais, là, je l'ai un petit peu moins aimé. C'était sympatoche, mais je crois que j'ai vraiment préféré le premier quand même. Là, j'aimais vraiment bien le premier. Voilà. Mais si vous cherchez des livres, vous n'avez pas besoin de vous poser une demi-heure à réfléchir, ou juste un truc un peu sympatoche à lire et écouter. Les Alias Delboud étaient pas mal pour ça. Celui de les Twisted, là, c'est non. C'est non pour moi. J'écouterai pas les autres. Jamais. Ça m'a... Non. C'est mort. Et juste petit point pour ces deux bouquins, d'un détail qui m'a un peu questionné, qui m'a pas dérangé dans ma lecture, mais j'étais un peu en mode peu probable, peu réaliste quand même. C'est l'âge des protagonistes. Dans le premier, je crois qu'elle a 25 ans, ce qui me paraît pas déconnant pour une dernière année de doctorat. Mais le protagoniste masculin, qui est censé être un ponte dans son domaine, etc., avoir une bête d'influence dans son milieu, il a 34 ans. Ce qui est très jeune dans le milieu de la recherche. Du coup, j'étais un peu là en mode... c'est pas très réaliste sur ce point-là. Et pareil, dans le deuxième, je crois qu'ils ont tous les deux 28 ans. Et pareil, très peu réaliste par rapport à l'âge et la carrière qu'ils ont. Voilà, je tenais quand même à prévenir là-dessus, parce que je sais pas, ça peut peut-être en déranger certains. Moi, ça m'a pas dérangé vu que j'ai pris ces livres pour des romans, c'est pas des essais sur le milieu académique, quoi, mais voilà. C'était juste le petit détail que je voulais aborder, et que c'était un petit détail qui m'avait un peu questionné en mode... Ils ont de belles carrières, dis donc, mais voilà. Pour finir, on va parler expo. Donc pendant les JO, il y a eu pas mal d'expos qui ont surgi pour parler art et sport. Du coup, j'étais allée à Versailles pour le Cheval en Majesté, puisque fut un temps, je faisais de l'équitation quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc forcément, moi, c'est un thème qui m'intéresse. Et en plus de ça, quand j'avais étudié l'automobile, j'avais dû étudier un peu le cheval à ce moment-là. C'était une expo qui, au niveau de la scénographie, était très sympa, et
Ouais, c'est un peu genre le poney et l'art, quoi, le cheval et l'art. Donc que ce soit au niveau de l'animal en tant que tel, de la discipline de l'équitation, de ces différentes représentations, je sais pas moi, le cheval à la guerre, le cheval en dressage, le cheval à para, ce genre de choses. J'étais malade quand je faisais cette expo. Donc j'en ai pas pleinement profité tellement que je me suis aperçue que j'avais loupé une salle, je crois, et où j'ai eu un peu le seum parce qu'il y avait une des représentations de Lady Godiva qui est une personnalité que j'avais abordée l'année dernière dans le calendar. Et je voulais voir notamment ce tableau-là, mais je l'ai pas vu, du coup je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai loupé la salle. Mais il y avait des tableaux très très cool que je voulais voir, les explications étaient suffisantes. Franchement c'était très sympathique, et puis voilà quoi, c'était Versailles, c'est toujours sympa Versailles, et puis généralement dans les expos il n'y a pas forcément autant de monde que dans la Galerie des Glaces par exemple. Cependant l'expo se faisait en gros il y avait une partie vraiment zone expo, il y avait certaines œuvres de l'expo dans le parcours permanent et classique de Versailles, ce qui fait que pour voir certaines choses c'était un peu encombré quoi. Il y avait un peu beaucoup de monde, ça c'était pas forcément très très pratique, mais voilà, c'était sympathique, mais je peux pas non plus en dire plus parce que j'étais décédée pendant la visite, voilà. Et l'autre expo que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Mexica au Quai Branly. Il revient du coup sur la civilisation des Mexicas qui ont été très longtemps appelés les Aztèques. Là, normalement, vous devez un peu mieux situer. En fait, Mexica. En fait, les Mexicas, c'est le nom qui se donnait, ils s'appelaient comme ça. Que Aztèque, évidemment, c'est un nom donné par les colons. Voilà, pour résumer très vite. Et du coup, c'est une expo qui s'est basée sur les fouilles du Templo Mayor à Mexico. Et du coup, ces fouilles-là, ces objets permettent de raconter cette civilisation, que ce soit leurs mœurs, leur mythologie, leurs pratiques, etc. Et du coup, c'était trop intéressant. Moi, je m'y connais pas des masses en mythologie mexica, et même tout ce qui va être les différentes mythologies d'Amérique du Sud et tout. Je m'y connais pas beaucoup, voire pas trop du tout. Et je connais quoi, les gros clichés des sacrifices humains, etc. Mais du coup, c'était super intéressant d'apprendre tout ça, d'apprendre toute la cosmologie. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment une grande expo avec beaucoup d'objets. Je crois que c'est la première fois que certains sont présentés en Europe. Et je crois qu'au moment où je vous publie cette vidéo, elle sera ouverte, je crois, jusqu'au 6 octobre. Donc si vous voulez y aller, faites vite. C'est une grande expo. C'est vraiment très très grand. J'y suis allée avec mon frère et vraiment on a lu tous les cartels. On a tout lu, je crois qu'on en a eu pour un peu plus de 2 heures. On a vraiment beaucoup lu. Et c'était vraiment super intéressant et j'ai beaucoup aimé et j'aime bien en apprendre plus sur des civilisations en dehors de l'Occident. Genre parce que ça me saoule l'Occident parfois, voilà. Et que je suis curieuse de ce qui se passe en dehors de nos cultures. Donc vraiment c'était trop intéressant. Vraiment, et puis en plus ça débunkait aussi la recherche autour des Mexicas, de la construction du mot aztèque, etc. Et vraiment c'était top. On en apprend plus sur leur histoire, etc. C'était vraiment une très belle expo avec de très belles pièces. Et par rapport à tout ce qui est sacrifice humain, il y a quelques restes humains, notamment de squelettes dans l'exposition. Pour ceux qui sont plus sensibles ou si vous comptez y aller avec des enfants par exemple, ces pièces-là sont un petit peu cachées et il y a un petit panneau pour prévenir qu'il peut avoir des éléments qui vont heurter la sensibilité des plus jeunes et des plus sensibles. Donc voilà, je tenais à vous rassurer là-dessus, mais vraiment... La scénographie était cool, il y a quand même beaucoup d'explications parce que c'est pas forcément une mythologie super connue.
il y a vraiment aussi beaucoup d'explications qui sont quand même assez claires, et si elles le sont pas assez... En fait, il y a peut-être 2-3 trucs, tu vois, qui auraient pu être un petit peu plus développés, mais c'est pas si dérangeant que ça, parce que tu te fais ta petite recherche de ton côté et tu vas trouver ta réponse, quoi. Donc c'était pas dérangeant. Et à la fin, il y avait une petite ouverture sur, par exemple, la mythologie mexica aujourd'hui et les réminiscences un petit peu de ce passé dans les cultures actuelles. Ça, c'était intéressant aussi. Et vraiment, je vous la recommande à fond. Et je crois que c'est tout pour ce bilan culturel. Je crois que j'ai parlé à peu près de tout. Et je crois que mes voisins aussi se sont calmés. Donc voilà, la semaine prochaine, normalement, je vous sors le vlog, si j'ai le temps de le monter, purée. Je me suis embarquée dans un truc, mon Dieu. Mais le vlog concours, vous allez voir que... Ce mois-ci a été plutôt un échec niveau révision et que c'était un peu intense pour moi. Mais voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!